Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc continuer toujours sur le thème de la théorie de groupe et ses applications en chimie. Et nous allons donc toujours continuer sans faire appel à un arsenal mathématique ou à un formalisme mathématique qui soit un peu compliqué. La dernière fois, nous avons parlé des opérations de symétrie. Donc je vais reprendre un axe de rotation. Nous avons dit que lorsque un arrangement d'un certain nombre d'atomes, lorsque je fais tourner d'un certain angle alpha, si je retrouve le même arrangement initial, un arrangement qui est semblable à l'arrangement initial, dans ce cas-là, l'axe C est un axe de rotation. Et donc si le point A, après rotation, il vient au point B et qui est un point de la molécule, un autre noyau de la molécule, l'angle alpha, nous avons dit qu'il est égal à 2π sur n. Parce que lorsque je vais faire l'opération un certain nombre de fois, n fois, je dois donc faire un tour. Et donc on va noter, lorsque je fais l'opération une fois, suivi encore de la même opération une deuxième fois, une troisième fois. Si je fais l'opération k fois, on va noter cette opération CKN, qui veut dire que je vais tourner par rapport à l'axe CN un nombre de fois qui est égal à k. Et donc, lorsqu'on considère uniquement l'axe CN, si je fais l'opération k fois suivi de la même opération L fois, donc c'est comme si j'ai fait la même opération L plus K fois. Et donc là, on comprend que lorsque je fais tout un tour, c'est-à-dire lorsque je fais faire l'opération N fois, de telle manière que je vais revenir à l'état initial, on va avoir la même molécule, la même configuration initiale. Et donc là, le résultat est équivalent à celui de l'opération de symétrie que nous avons appelée identité, E. Alors si je prends l'axe C4 à titre d'exemple, je peux tourner une fois, faire l'opération une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors pour ce qui est de l'opération une fois, ça veut dire que je vais tourner d'un angle de 2π sur 4, c'est-à-dire de π sur 2. Si je fais l'opération deux fois, π sur 2, plus π sur 2, c'est comme si j'ai fait une autre opération, c'est-à-dire que j'ai tourné d'un angle π. Autrement dit, c'est équivalent à un axe C2. Et là, je parle uniquement des rotations autour d'un axe. Alors, si je fais l'opération trois fois, donc on va noter cette opération C3 parmi K, C3, donc l'opération trois fois. Si je fais l'opération 4 fois, je vais revenir retrouver l'état initial et donc le résultat est identique à celui qu'on va obtenir avec l'opération de symétrie E. Et donc dans le cas général, si j'ai un axe principal Cn, je peux faire l'opération n fois. Et donc en faisant l'opération une fois, c'est équivalent à E. Et donc toutes ces transformations, si vous voulez, ils commutent entre elles, et chaque élément, ici, il constitue une classe en soi. Donc on va parler plus en détail lorsqu'on arrive à la vidéo qui parle des classes d'un groupe. Alors maintenant, si j'associe à un axe de symétrie d'ordre n, un axe binaire qui est orthogonal, qui est perpendiculaire. Donc supposons que j'ai un seul axe, ici, que je note avec un prime pour le distinguer. Donc c'est un C2 qui est perpendiculaire à l'axe principal qui est la Cn. Donc on va voir, on va faire la démonstration ultérieurement. On obtient en fait automatiquement n-1 axes de ce genre, c'est-à-dire qui sont identiques à C2', de sorte qu'on a en tout en fait n axes qui sont horizontaux, binaires, et qui se coupent
donc deux axes successifs, ils se coupent avec un angle pi sur n. C'est ce que nous appelons les axes sabliers. Donc on va revenir aussi ultérieurement sur cette question. Alors qu'est-ce que c'est qu'une rotoréflexion? Comme on l'a vu, une rotoréflexion, c'est en fait une rotation impropre, c'est-à-dire c'est une rotation suivie d'une symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe principal Cn. Donc on fait une rotation par rapport à Cn, donc le point M, il sera ici, et après, je vais faire une symétrie plan, ici notée sigma h, parce que le plan il est perpendiculaire à l'axe Cn, et donc le point M, il se transforme en M'. Alors pour les rotations impropres, pour les Sn, on va noter donc Sn, c'est une rotation par rapport à l'axe Cn suivie d'une symétrie plan sigma h, c'est-à-dire le plan il est perpendiculaire, comme on l'a vu la dernière fois, il est perpendiculaire à l'axe principal. Donc si je fais cette opération deux fois, donc S2n, c'est équivalent à Cn2 sigma 2. Donc nous avons vu que faire une symétrie par rapport à un plan deux fois, c'est équivalent à E, d'identité. Et donc ça, il est équivalent à C. C'est une rotation par rapport à l'axe principal deux fois. Donc si je généralise, c'est-à-dire que je vais appliquer K fois cette opération Sn, c'est-à-dire pour chaque fois j'ai Cn suivi de sigma h. Donc on va voir que Sk, donc si je fais l'opération d'une rotation impropre K fois, il est égal à sigma h Ck si K est impair. Et au cas où K est pair, on va trouver, comme ici, on va trouver que Sk est égal à Ck, si K est pair. Donc on a deux cas de figure. Ça dépend du nombre qu'on va faire de cette opération, qu'on va répéter successivement. Si le nombre est impair, on a donc Sk est égal à sigma h Ck. Si c'est pair, eh bien Sk, c'est Ck tout simplement. Ce qui va donc nous amener à ceci. Si n est impair, on peut donc écrire, donc ici le k, le n, il remplace k. Donc si n est impair, on a donc Sn qui est égal à sigma h Cn. Et tourner autour de l'axe principal Cn n fois, c'est équivalent à E. Donc ça nous donne sigma h. Et par conséquent, sigma h donc, est une symétrie plan qui est nécessairement et obligatoirement une symétrie de la molécule. De même, si je fais encore une fois cette opération de rotoréflexion, donc Sn plus 1, c'est sigma h deux fois Cn. Et comme sigma h deux fois, c'est l'équivalent de E, je vais trouver que c'est Cn. Et donc, c'est une rotation d'ordre n autour de l'axe de rotoréflexion. Et par conséquent, c'est une symétrie de la molécule obligatoirement. Et donc, l'axe Cn, qui est parallèle, qui est confondu avec l'axe Sn, c'est un axe et c'est une symétrie de la molécule, obligatoirement. Par contre, si n est pair, dans ce cas-là, nous avons Sn qui est égal à Cn qui est égal à E. Et donc, l'axe de symétrie Cn et le plan de symétrie sigma h ne sont pas obligatoirement des symétries de la molécule. Il n'y a rien qui oblige que l'axe Cn ou sigma h soient des éléments de symétrie. Si nous prenons l'exemple de S4, je prends donc par exemple une molécule tétrahydrique comme la molécule du méthane, CH4. Là, vous avez les positions des atomes. L'atome du carbone, il est au centre.
Donc si je prends par exemple l'atome qui est en position A et que je tourne d'un angle de 90 degrés, c'est-à-dire j'ai un C4, je vais me trouver au point B. Point B, il n'y a pas de matière. Donc je vais trouver un arrangement qui n'est pas équivalent à l'arrangement initial. Donc l'axe C4 n'est pas un axe de symétrie de la molécule. De même, si je prends l'atome en A, et que je cherche son image par rapport à sigma H, ce plan-là, qui contient l'atome du carbone et qui est perpendiculaire à l'axe de Z, on voit qu'il n'y a pas d'atome dans cette position. Donc sigma H n'est pas un plan de symétrie. Par contre, si je fais successivement les deux opérations, le point A, il va venir en B, suivi de l'opération sigma H, je vais me retrouver en C. Donc je retrouve un arrangement équivalent. Et donc l'axe Z, c'est un axe S4. Donc là, vous voyez, dans le cas où c'est pair, nous n'avons pas obligatoirement l'axe CL et le plan sigma H qui sont des éléments de symétrie de la molécule. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.